Bonjour à tous, bienvenue dans cette première conférence d'une série de conférences que je vais donner ces temps-ci. Des petites conférences qui vont durer entre 45 minutes et 1 heure sur différents sujets. Et le premier sujet que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est quelle est la place de la science dans l'industrie du bien-être. Donc pourquoi discuter de ce sujet-là? Ben, en fait, pour deux raisons. La première, c'est d'abord pour le pratiquant, lui donner le moyen de faire un tri entre qu'est-ce qui est du marketing, quelle est l'utilisation de la science en tant qu'argument marketing pour vendre une proposition, et qu'est-ce qui est réellement factuel, qu'est-ce que la science valide dans certaines pratiques pour pouvoir euh, avoir un effet positif sur le corps, le bien-être, peu importe. Et ensuite, pour les enseignants, c'est poser la question, est-ce que c'est vraiment faire le bon choix que de se positionner sur un appui scientifique systématique pour valider nos pratiques? Et si le choix est de le faire, ben, comment je vais en fait mettre en place les outils, les mesures qui vont faire que cette prise en compte de l'aspect scientifique de nos pratiques va en fait amener un plus et non pas nous desservir en décrédibilisant finalement l'enseignement, la pratique, tout ce que vous voulez, parce que cet appui scientifique ne sera pas adapté et contre-productif. Donc, comment je suis arrivé dans le bien-être, dans ce milieu-là, c'est assez important, je pense, de le comprendre parce que ça va expliquer aussi pourquoi j'ai cette vision de la science, pourquoi j'ai cette vision de la science dans le bien-être et pourquoi je trouve que c'est quelque chose qui est mal utilisé. D'abord, en fait, donc moi, mon sujet, c'est la respiration. On ne va pas spécialement parler de la méthode Reboot dans cette heure-là. C'est juste pour illustrer mon propos. Je suis arrivé à la respiration non pas avec l'objectif d'apporter quelque chose aux gens dans un premier temps. L'objectif premier, c'était surtout de comprendre pourquoi certaines pratiques avaient un effet super intéressant, super présent sur moi et pourquoi mes enseignants n'étaient pas capables de m'expliquer clairement comment ça marchait. De base, ma formation, c'est la science, hein, donc moi je viens de la recherche académique. J'ai publié une dizaine de papiers dans des revues à comité de lecture, j'ai publié plusieurs brevets, donc je suis vraiment issu de cette formation-là. Et le fait qu'on ne n'était pas capable de m'expliquer pourquoi des choses marchaient, c'est quelque chose qui m'a intrigué. Et donc, je suis arrivé dans le milieu du bien-être en essayant de comprendre dans un premier temps pourquoi ce que je faisais fonctionnait alors qu'il n'y avait pas d'explication évidente. J'ai donc utilisé des outils et de la méthodologie scientifique pour explorer ce système-là. Euh, je ne me suis jamais intéressé, ou en tout cas, je ne suis pas parti de pratiques, on va dire, traditionnelles. Typiquement, je ne me suis jamais intéressé au yoga. Pourquoi? Parce que dans ces pratiques-là, il y avait trop de choses qui étaient mélangées entre de l'ésotérisme, du biologique, de la tradition, de la transmission. Et ça me paraissait trop compliqué de rentrer par ce biais-là. Donc, je suis plutôt rentré par des choses que je comprenais, par des techniques simples, et j'ai progressé au fur et à mesure en amenant, quand je pouvais, de la science. Quand on arrive dans le milieu du bien-être, quelqu'un comme moi, il y a un vrai choc des cultures, en fait. Pourquoi? Parce que quand on fait de la science, quand on fait de la recherche, on est tout le temps en train de sourcer nos affirmations, alors que dans le bien-être, les affirmations sont rarement sourcées. C'est comme ça c'est comme ça parce que mon maître m'a dit, ou c'est comme ça parce que j'ai lu ça, mais ça, c'est très difficile d'aller à la source. Donc ça, c'est un premier choc quand j'arrive dans ce milieu-là, c'est que c'est très difficile de savoir d'où vient l'information. Deuxièmement, et ça, c'est à la fois quelque chose qui est problématique pour le développement de la pratique, mais aussi
je trouve, pour on va dire l'écosystème du bien-être, c'est que dans la mesure où les sources sont rarement citées, il n'y a pas de propriété intellectuelle comme il peut y avoir en science avec des brevets et des choses comme ça. Donc il y a énormément de copies et c'est très difficile avec les gens qui copient des formations et qui les réenseignent tout de suite, etc., de savoir où est la source, donc où aller chercher l'information. Et en général, quand la copie est faite très rapidement, il est évident que la personne ne maîtrise certainement pas le concept, donc c'est assez difficile de comprendre d'où vient le principe actif, d'où vient la justification théorique derrière une pratique en question. Et le dernier point qui est un petit peu un choc culturel quand j'arrive dans ce milieu-là, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation réellement des compétences. C'est-à-dire que chacun fait son truc dans son coin. On écrit des livres, moi le premier, hein, j'en ai écrit deux, mais personne n'est jamais venu en fait évaluer ce qu'il y avait écrit dans ce livre. Contrairement à quand j'écris un article scientifique où je suis évalué par des pairs qui sont capables de me dire, là tu dis n'importe quoi, là tu devrais préciser ce point-là, etc., etc. Donc le fait qu'il n'y ait aucune évaluation fait que c'est assez, pareil, compliqué de voir qui on a en face. Et finalement, c'est celui qui communique le plus, celui qui parle le plus, qui a raison. Et comme il n'y a pas cette culture de la vérification, les gens peuvent affirmer n'importe quoi sur leur parcours, sur ce qu'ils font. Personne n'ira de toute façon jamais rien vérifier. Typiquement, moi, si vous regardez mon parcours, vous êtes capable de retracer à peu près tout mon parcours jusqu'ici, que ce soit via mes publications académiques, que ce soit via mes publications de brevets, que ce soit via mes écrits sur différents blogs, que ce soit via les stages que j'ai organisés. Vous pouvez très facilement retracer ce que j'ai fait ces 15 dernières années et le fait que je sois dans la respiration à ce moment-là. Quand vous regardez la plupart des gens, ils vont dire qu'ils ont X années d'expérience, mais il n'y a rien pour le valider. Il y a pas nécessairement de grade comme on peut avoir dans les arts martiaux. Il y a pas ce genre de choses. Des gens peuvent avoir fait une formation il y a 10 ans, rien pendant 10 ans, et redonner cette formation dans le milieu du bien-être. Il y a très très peu de moyens de savoir si cette personne a pratiqué entre-temps ou pas. Donc ça, c'est aussi un petit peu un choc culturel quand j'arrive dans ce milieu-là. Le problème, c'est que moi, j'arrive dans ce milieu-là avec comme objectif d'avoir une approche justement assez académique de la chose. Euh, et c'est pour ça que j'ai pas pu et j'ai pas voulu rentrer dans ce jeu, c'est-à-dire que j'applique à mon système, j'applique à ma pratique des standards académiques, c'est-à-dire que je vais essayer d'avoir toujours des choses sourcées. Si vous lisez mes livres, vous pouvez voir qu'il y a toutes les références, vous pouvez très facilement remonter aux sources de ce que j'énonce. J'essaie de ne jamais communiquer sur des résultats qui ne sont pas validés d'une manière ou d'une autre, soit par une méthodologie qui va m'être propre, soit effectivement par des écrits scientifiques. Je suis capable de pondérer tout ce que je fais en c'est démontré. Il y a un faisceau d'évidence qui fait que je suis assez sûr de ce que je raconte. C'est de l'empirisme pur et dur et c'est de la tradition. Et je pense qu'être capable de faire ces distinctions pour le client, pour la personne que vous accompagnez ou à qui vous enseignez, c'est un minimum puisque c'est faire preuve simplement d'honnêteté. Si on ne fait pas cet effort et qu'on balance juste des mots, on tombe tout de suite dans la problématique de la pseudoscience. Et ça, c'est un vrai problème pour plein de raisons différentes. Et donc, c'est ça que aujourd'hui, sur lequel je veux insister, c'est comment ne pas en fait tomber dans cette frontière de la pseudoscience. Donc d'abord, pourquoi c'est pas intéressant, je pense, à long terme, d'aller sur la pseudoscience? Parce que, en fait, vous vous décrédibilisez par rapport aux scientifiques et par rapport, on va dire, aux institutions. Alors, on peut être rebelle, on peut être tout ce qu'on veut, mais toujours est-il qu'à partir du moment où les institutions valident un travail, en termes de diffusion, en termes de reconnaissance, c'est quand même beaucoup plus facile. Typiquement, si vous faites n'importe quelle thérapie qui aujourd'hui est du bien-être, mais que vous validez certains protocoles de façon scientifique, vous pouvez tout de suite aller discuter avec des médecins et tout de suite, ou avec des chercheurs qui, une fois qu'ils valident ce que vous êtes en train de faire, vont pouvoir le diffuser via des canaux, on va dire, plus officiels. Donc, si vous voulez vraiment apporter du bien-être à grande échelle, si vous voulez apporter du mieux à grande échelle, et si vous voulez faire reconnaître que ce que vous faites a un effet pour la santé, parce qu'en tant que thérapeute bien-être,
Normalement, on n'est pas censé, c'est pas normalement, on n'est pas censé en fait faire de la médecine, hein, c'est un délit dans la pratique illégale de la médecine. Donc, être capable de mettre en place des protocoles sérieux, se faire valider par des institutionnels, ça permet de diffuser et donc de toucher un plus grand nombre de personnes. Donc je pense que c'est important quand on est pratiquant, thérapeute, euh, de tendre vers ça. Je vais vous donner, donc aujourd'hui, ce n'est pas la tendance, hein. La tendance, c'est plutôt de scientiser un petit peu le bien-être, mais de ne pas avoir les billes derrière pour défendre ça. Je vais vous donner quelques exemples, hein. Typiquement, mettre des neurosciences un petit peu partout, du quantique, du microbiote, de l'inflammation, des fascias. Tous ces trucs-là, qu'on s'entende bien, tous ces trucs-là sont des choses complètement respectables, sérieuses, qui tiennent la route. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est de le mettre à toutes les sauces. Et ça amène à la première grosse problématique, qui est le contexte, en fait. Euh, le contexte, c'est ce qui va faire que quelque chose devient pertinent ou pas. Si vous parlez de neurosciences dans un contexte très particulier qui est celui de la psychologie, de la psychiatrie, je sais pas moi, du comportementalisme, etc., c'est un contexte pertinent. Maintenant, si vous parlez de neurosciences sur quelque chose de totalement différent et qui n'est pas baqué en fait par des études qui vont dans votre sens, ça devient en fait juste un terme qu'on utilise marketing pour valoriser ou scientiser quelque chose, pour lui donner une forme de respectabilité qui n'est pas là de base. Donc il faut faire attention avec tous ces termes. Il y a deux types d'utilisation pour moi de ce genre de termes. Il y a un type qui est fondamentalement malhonnête et qui est celui du marketing, où je vais balancer ce genre de mots juste pour attirer des gens tout en sachant pertinemment que ça n'a pas grand-chose à voir. Bon, on met ces gens-là de côté, on va partir du principe que on a affaire à des gens qui sont honnêtes. Sur cette deuxième partie, il y a le problème de l'écueil du savoir superficiel. Et là, on va tomber sur le schéma que j'ai mis pour annoncer cette mini-conférence. C'est l'étude de Dunning-Kruger. Alors, le schéma est inspiré de cette étude-là, hein. Dans l'étude en question, ce n'est pas ce schéma-là, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, mais globalement qui dit que moins on en sait, plus on se sent compétent, et plus on est compétent, moins on a le sentiment de l'être. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, et c'est le gros problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance, ou plutôt la documentation, est accessible à tout le monde. Donc n'importe qui aujourd'hui peut aller sur des bases de données bibliographiques et trouver des études sur tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que le fait de lire ces études-là, si il n'y a pas derrière une formation, un entraînement à l'analyse de ces études, ben on est typiquement dans ce syndrome-là. C'est-à-dire que vous allez prendre une information et vous allez penser que vous êtes au niveau des gens qui ont fait l'étude parce que vous avez la même information qu'eux. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas et vous ne pouvez pas avoir un avis simplement en lisant un abstract ou simplement en lisant même une publication en entier que vous maîtrisez pas du tout. Je vais expliquer pourquoi. C'est pas du snobisme académique, il y a réellement quelque chose qui se construit au fil du temps et un entraînement à avoir pour être capable de faire plusieurs choses qui fait qu'on peut en fait analyser correctement une information. Et il n'est pas nécessaire d'avoir suivi un cursus académique pour faire ça, mais le faire en autodidacte, ça me paraît quand même assez compliqué. Et deux, l'avantage quand même d'un cursus académique, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont capables de vous dire si vous dites n'importe quoi ou pas, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est autodidacte. Mais peu importe, on peut le faire aussi en autodidacte. Je vais vous donner quelques clés qui vont peut-être vous faire comprendre pourquoi c'est pas si facile que ça, même si l'information est disponible, d'être capable en fait de la traiter correctement. Premièrement, quand vous lisez un journal ou une étude, il ne s'agit pas juste de l'étude en fait. Il ne s'agit pas juste de lire les résultats et de dire OK, telle étude a dit ça, donc c'est ça. Non. Quand vous lisez une étude, il faut savoir dans quel journal c'est publié,
parce qu'en fonction du journal, ça va être plus ou moins solide euh, en termes de sérieux et en termes de, on va dire, d'exigence pour publier dans ce journal-là. C'est-à-dire que les gens qui revoient l'étude, les examinateurs de l'étude, en fait, vont être beaucoup plus exigeants dans certains journaux que dans d'autres. Donc, si ça passe avec un gros niveau d'exigence, il y a des chances que ce soit quand même assez sérieux. Deuxièmement, quelle est la méthodologie qui a été employée pour faire cette étude? Et ça, pareil, la méthodologie, c'est assez domaine spécifique. Ça demande une connaissance de comment on fait les choses, quels sont les biais de ces choses-là pour pouvoir en fait les éliminer quand on fait l'analyse de l'article. Donc la méthodologie qui est utilisée pour faire un article, c'est pas quelque chose qu'on attrape comme ça. Ensuite, c'est être capable de faire de l'analyse statistique, surtout dans nos domaines où on est en général sur des petits échantillons. On est sur quelque chose de très variable parce que vous parlez d'humains, on parle d'individus, on parle de choses qui sont assez holistiques. Donc, les variations interindividuelles font que les effets sont parfois cachés ou au contraire qu'il y a des biais qui se mettent en place à cause de choses qu'on n'avait pas vues. Et ça, c'est l'analyse statistique qui va pouvoir vous permettre de dire si oui ou non le résultat qu'on voit à la fin est crédible ou pas. Euh, Ensuite, ce qui fait la valeur de l'étude, et c'est en ça que ce n'est pas compatible avec du marketing, c'est que quand une étude sort, vous ne pouvez être sûr de sa valeur que plusieurs mois, voire années après, quand d'autres chercheurs qui travaillent sur le même sujet ont pris les résultats de cette étude, les ont intégrés à ce qu'ils étaient en train de faire et voient si cette étude est reproductible ou pas. Et si cette étude est reproductible tout au long des ans, ça veut dire que les résultats sont certainement corrects. Si au contraire c'est invalidé 6 mois après, ça veut dire que l'étude était fausse. Et le problème, c'est que si vous n'êtes pas au fait de ces évolutions, si vous n'êtes pas au fait que ça existe, ben quand un article sort, par exemple ce mois-ci, vous allez balancer sur les réseaux les conclusions de cet article, alors qu'en fait, vous ne savez absolument pas s'il est vrai ou pas. Okay, c'est un truc qui peut être réfuté plus tard. Et tant mieux, parce que c'est en réfutant qu'on va toujours plus loin. Et ça, c'est aussi une grosse différence entre le milieu académique et le milieu du bien-être. Les gens dans le bien-être sont très attachés à leur technique, à leur méthode, à ce que vous voulez, et ils sont assez critiques ou assez agressifs dès que vous venez poser des questions qui les mettent en difficulté. Une méthode, si elle est bonne, elle doit pouvoir être démontée encore et encore, jusqu'à ce qu'à la fin, elle soit indémontable. Ça, c'est le principe d'une théorie scientifique qui tient la route, et ça devrait être le principe d'une méthode qui tient la route. Cette méthode, elle doit pouvoir être soumise à la critique. Et la critique, c'est pas quelque chose pour vous causer du tort, c'est quelque chose que vous devez intégrer pour retravailler votre modèle qui va se tendre de plus en plus vers quelque chose qui est correct. Un modèle à la base, est très rarement correct. D'accord? C'est le confronter à la réalité et le confronter aux autres qui va vous faire dire si oui ou non c'est un modèle qui peut tenir la route ou pas. Donc, être pas insensible à la critique, mais accepter la critique pour faire avancer, ça devrait être une des bases en fait de la pratique dans le bien-être. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc, pour en revenir à ces études, le temps de recul est donc nécessaire puisque c'est ce temps de recul qui va faire que les gens vont pouvoir critiquer l'étude en question. Et si elle est toujours debout après que tout le monde l'ait critiquée, ben vous pouvez vous dire que les résultats sont bons. Et enfin, c'est pas enfin, c'est quand vous avez euh, toutes ces raisons-là, toutes ces connaissances-là pour analyser un article, vous vous rendez bien compte que citer les conclusions d'un article sans avoir fait ce travail-là, c'est quasiment une imposture intellectuelle en fait, parce que vous êtes en train de donner une information qui est absolument pas vérifiée. C'est comme si un journaliste balançait une rumeur dans un grand journal. Vous allez donner à vos clients, à vos élèves, à vos patients, ce que vous voulez, une information qui n'est juste
pas vérifié. Et ça, je trouve que d'un point de vue éthique, c'est assez problématique en fait, parce que si les gens viennent vers vous, c'est que quelque part, ils vous font confiance. Et si vous leur donnez une information qui est fausse, bah, enfin voilà, éthiquement, ça ne tient pas la route. Donc, en fait, c'est super important de ne pas tomber en fait dans ce sommet de l'ignorance sur l'interprétation de l'effet de Dunning-Kruger et de rester finalement à une position où quand on produit de l'information, on soit sûr de ce qu'on avance et surtout qu'on y mette les formes. C'est-à-dire que euh, vous ne pouvez pas dire en tant que thérapeute, j'en viens à la respiration, ça va vous guérir de l'hypertension. C'est totalement faux. La respiration est corrélée parfois en fonction de ce qu'on fait à une baisse de l'hypertension, mais ce n'est pas un truc qui va vous guérir de l'hypertension. La respiration va vous donner des capacités surhumaines. Non, ça va certainement faire certaines choses qui vont développer ce que vous êtes capable de faire, mais ça va certainement pas faire de vous un super humain. Donc, il faut faire très très attention, je pense, d'un point de vue éthique, quand on commence à s'appuyer sur quelques bouts d'articles scientifiques, en gros ce qu'on est capable de comprendre, pour l'amener aux gens. Pour vous donner un, un petit indice sur le temps que vous devriez passer quand vous avez un article comme ça, que vous voulez, scientifique, hein, que vous voulez analyser pour éventuellement le repartager. Un article pour quelqu'un qui a l'expérience du domaine. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller se taper toutes les études qui expliquent comment fonctionne la méthodologie, comment fonctionnent les outils qui permettent de faire les mesures, tous ces trucs-là. On va dire que ça prend à peu près 20 minutes. Sans cette expérience-là, chaque fois que vous lisez un article, ça peut prendre des jours. Pourquoi? Parce que si vous voulez le faire sérieusement, les 50, 100 références qui à la fin de l'article, vous êtes censé aller les voir une par une pour être sûr de comprendre chaque chose qui contienne l'article de base. Donc, vous voyez, ça prend un travail énorme de faire ça. Et je ne sais plus, je postais ça il y a quelques temps dans ma base de données sur la respiration. Maintenant, c'est un petit peu plus, mais je suis à peu près 400 articles. Ça m'a pris au départ un temps monstre d'aller voir en fait les protocoles, d'aller voir à quoi correspondait telle ou telle méthode, d'aller voir à quoi correspondaient certains tests psychologiques ou certaines échelles de douleur qui étaient utilisées dans des articles. Donc vraiment pour maîtriser ça et pour pouvoir avoir confiance dans la communication qu'on fait, il y a vraiment un gros travail à faire. Donc en fait, si vous êtes professeur, si vous êtes thérapeute et que vous faites ce genre de choses, bah, faites ce travail. Sinon, ne le faites pas. Ou alors, mettez des gros guillemets quand vous citez une étude. Sinon, pour moi, en fait, une publication balancée comme ça, sans une analyse préalable, bah, c'est juste du marketing. Et il n'y a aucun problème pour moi, d'un point de vue éthique, avec le marketing à partir du moment où on est honnête avec le client. Si je dis, bah, OK, il y a cet article-là qui est sorti, ça suggère que je dis n'importe quoi, la respiration, ça a tel effet bénéfique sur la santé, suggère que c'est faire preuve de retenue. D'accord? C'est, voilà, l'abstract dit ça. Je ne suis pas allé dedans, je ne suis pas allé vérifier que c'était vrai, il n'y a pas eu de retour encore dessus, donc ça suggère que. Si ça se transforme en regardez, la respiration fait ça, moi je vous l'ancienne et cette étude le démontre, c'est juste du marketing et du marketing malhonnête en plus. Et au-delà de la problématique du marketing malhonnête, c'est que ça décrédibilise complètement la discipline aux yeux des spécialistes. Et ça, c'est un vrai problème parce que, qu'on le veuille ou non, pour qu'une discipline prenne et pour que ce soit le plus efficace possible dans le bénéfice que ça amène aux gens, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui aient une analyse neutre, dépassionnée et surtout sans conflit d'intérêt pour démontrer qu'effectivement ce qu'on fait, ça marche bien. À partir du moment où vous utilisez une méthode pour gagner votre vie, même si vous êtes honnête, même si vous faites des études, il y a un conflit d'intérêt derrière. Donc en fait, vous, votre seul rôle, si vous amenez comme ça une approche carrée sur votre pratique, c'est de dire, OK, moi,
avec les défauts que j'ai, c'est-à-dire les conflits d'intérêts, avec le fait que je ne suis pas spécialiste, avec le fait, voilà ce que la pratique me permet de dire. Et ensuite, les spécialistes, s'ils voient qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser, ils vont prendre ça et ils vont l'observer avec un œil externe. Et c'est ça, en fait, qui va à un moment donné valider ou pas euh, une approche, en fait. Donc, balancer comme ça des affirmations marketing sans fondement fait que les spécialistes vont voir ça une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, et à la fin, ils vont directement classer la pratique entière dans la case charlatan, pseudosciences, et en fait, ils vont jamais y mettre le nez. Et ça va être très, très difficile de leur faire changer d'avis quand le bruit ambiant est tellement mauvais que c'est l'envie en fait de s'y pencher n'y est pas, puisqu'on a l'impression d'avoir affaire qu'à des gens qui ne sont pas sérieux. Donc voilà, l'autre problème aussi de balancer du marketing de façon un petit peu malhonnête et non réfléchie, c'est que vous vous mettez aussi tous les spécialistes qui pourraient vous aider à vous développer hors du coup. L'autre écueil qu'il y a aussi dans le fait de scientiser les pratiques autour du bien-être, et qui ramène encore une fois à cet effet de Dunning-Kruger, c'est qu'on qu'on parle aisément de médecine et de biologie dans les conversations courantes. Ça, c'est quelque chose que disait donc l'ancien doyen de la fac de médecine de Toulouse quand il donnait des cours de sciences humaines et sociales. Et il disait ça. En général, on parle assez peu dans les dîners de famille de physique quantique et de mathématiques. Par contre, on parle aisément de médecine ou de biologie. Pourquoi? Parce que c'est un problème de langage. Le langage autour de la physique quantique, même de la physique tout court et des mathématiques est très éloigné du langage commun. À l'inverse, la médecine et la biologie sont plus proches. Et cette proximité fait que, l'effet de Dunning-Kruger, on a l'impression que comme on comprend les mots, on comprend le concept. Or, ce n'est pas nécessairement vrai. Typiquement, en biologie, il y a des concepts qui sont assez difficiles à appréhender intellectuellement et malheureusement, c'est des concepts auxquels on est soumis constamment quand on est dans le bien-être ou la thérapie, puisqu'on a affaire à de l'humain. Ces concepts, c'est quoi? C'est déjà les grands nombres et les probabilités et tout ce qui va tourner autour de l'évolution. Être capable de jouer avec ces choses-là, c'est des choses importantes. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quand on est dans le bien-être? Ben, en fait, si, c'est hyper important. Parce que ça amène en fait un œil critique sur les résultats qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quand vous avez un client, enfin, vous avez 100 clients, la tendance que votre esprit va avoir, c'est un, de ne retenir que ceux qui ont été une réussite, et parmi ceux qui ont été une réussite, de vous attribuer cette réussite à votre pratique. Or, si vous ramenez de la probabilité, si vous ramenez de la statistique là-dedans, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, votre taux de réussite est minable et que sur ce taux de réussite minable, vous êtes uniquement dans l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, il n'y a pas de problème avec, hein, c'est bien, mais ce n'est pas votre pratique. Donc, en termes d'évaluation de votre pratique, c'est naze. Donc ça, c'est un premier truc. Les grands nombres, les probabilités, c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender si on n'a pas l'habitude de jouer avec ces concepts. Deuxièmement, c'est les systèmes de régulation complexes. Les systèmes de régulation complexes, c'est toutes les interactions dans des systèmes biologiques avec que ce soit alors à l'intérieur même du système, donc par exemple chez l'humain, ça va être les différents organes, avec l'environnement, donc le vrai environnement ou même l'environnement social. Et en fait, tous ces systèmes-là s'autorégulent entre eux. Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué d'isoler un problème et d'y appliquer une solution et d'être sûr que le résultat que l'on observe est lié à notre action dessus ou pas. Et ça, en fait, être conscient de ça et être capable de jouer avec ces concepts de régulation, c'est assez compliqué. Pareil, si on n'a pas mis les mains dans le cambouis et qu'on n'a pas l'habitude en fait de jouer avec des réseaux de régulation complexes. Euh, Quand on connaît ça, ça permet du coup de penser à une méthodologie, et ça c'est le dernier point qui est assez compliqué à appréhender
en biologie en particulier, c'est le fait d'être capable d'isoler un problème pour le traiter et d'utiliser les bons contrôles qui vont vous permettre de dire, OK, ce que j'observe, c'est bien lié à ce que moi je fais et pas à ce qui se passe autour. Donc, euh, le fait d'être capable de parler de biologie, de médecine, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes capable d'appréhender les enjeux, le contexte qu'il y a derrière. Et c'est super dangereux parce que, encore une fois, on est en plein dans le schéma là, inspiré de Dunning-Kruger. On est en plein dans le sommet d'ignorance où on pense que comme on comprend les mots qui sortent de la bouche de l'interlocuteur, on comprend les concepts qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très très attention en tant que déjà thérapeute, mais aussi en tant que pratiquant. Quand vous entendez votre thérapeute ou votre prof ou votre instructeur, peu importe, parler, il faut faire très très attention d'être sûr que les mots qu'il utilise, il a une maîtrise de ces mots-là et que ce n'est pas juste des choses qu'il répète sans avoir une compréhension des concepts. Pourquoi? Parce qu'en fait, ne pas maîtriser les concepts, ne pas maîtriser ce genre de choses quand on a des pratiques comme les nôtres, ça peut avoir des vraies conséquences. Je vais donner un exemple alors, sur la respiration parce que c'est ce que je connais le plus et parce que cet exemple vient de là, mais qui est arrivé à quelqu'un qui est assez proche de moi et en fait qui faisait donc une formation de respiration, peu importe laquelle, l'idée c'est pas de balancer des noms, euh, mais en gros, au bout de quelques semaines de pratique, il a développé de l'hypertension. Donc, il allait voir son médecin, il a été diagnostiqué, etc. Ok, bon, mais il s'est quand même demandé, mais c'est quand même bizarre que j'ai pas d'hypertension. Je fais un mois de cette pratique-là de façon intensive et à la fin, j'ai de l'hypertension. Et il est venu me voir pour m'expliquer ça. Je lui dis, bah, écoute, qu'est-ce que tu as fait? Et là, il me dit, bah, on a fait plein de travail autour des apnées, de l'effort, etc. Et là, je lui dis, mais attends, tu fais tu fais des trucs comme ça. Alors, il savait qu'il était à risque hein, d'hypertension. Tu fais des trucs comme ça, mais c'est évident que ça va te le déclencher. Enfin, il y a toutes les chances que ça te le déclenche. Euh, les apnées du sommeil, déclenche l'hypertension. Donc, en fait, si vous êtes à risque, si vous n'êtes pas loin et que vous vous amusez à faire ce genre de choses, il y a toutes les chances que ça déclenche ça. Sauf que, dans la mesure où, donc il est allé voir ensuite ses formateurs, il lui a dit, ben, écoutez, moi j'ai développé ça. Le formateur lui a dit, ah, non, non, ça n'a absolument rien à voir. Et ouais, mais en fait, si tu maîtrisais un petit peu le contexte dans lequel tu faisais les trucs, ben, ça aurait été évident, en fait. Quelqu'un qui a de l'hypertension, tu ne lui fais pas jouer avec des apnées longues où tu fais monter la tension en augmentant le rythme cardiaque parce que c'est une personne à risque et c'est parce que ça va l'amener là. C'est ce que font les apnées, en fait, faire monter l'hypertension. Donc, vous voyez, le manque de maîtrise a fait que non seulement ça a mis cette personne-là en danger, mais ensuite, quand la personne a fait remonter l'information, ça a été absolument nié. Et je suis même pas sûr que ça a été nié par peur des responsabilités ou autre. C'est juste que la connaissance n'y était pas. Donc, c'est ça le problème, en fait, quand on joue avec la biologie et quand on joue avec des concepts qui sont isolés, c'est d'être capable de le replacer dans un contexte plus global. Et ça, je le répète, c'est pas à la portée de quelqu'un qui a fait un stage d'une semaine. C'est vraiment une étude profonde qui doit être faite. Ou alors la personne qui monte le système doit dire, OK, il y a des red flags là, là, là et là. Et quand la personne a ça, vous y allez pas. OK. Donc c'est pour ça que faites attention quand vous êtes thérapeute et faites attention quand vous êtes pratiquant d'être sûr de communiquer à votre juste place et à votre niveau de compréhension du système. Encore une fois, moi, je vois absolument pas de problème avec quelqu'un qui me dit on fait ça parce que c'est comme ça, pourquoi on le fait, on voit qu'on a des résultats qui empiriquement marchent. Après, comment ça marche, il y a des hypothèses, ça et ça, mais ça reste des hypothèses, je ne suis pas assez calé pour le dire. Le simple fait de dire ça vous décharge d'une responsabilité qui est de la personne justement qui vient, qui dit, bah ouais, mais moi je suis malade, ça m'a fait ça, et de devoir assumer le fait que vous l'avez rendu malade en fait. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez important.
Donc, comment, si vous êtes pratiquant, vous prémunir de ce genre de thérapeutes ou d'instructeurs qui vont trop loin et qui peuvent potentiellement vous mettre en danger? Déjà, quand une personne vous donne une affirmation, une information qui concerne votre santé et qui peut avoir des conséquences, demander à la personne d'approfondir, de sourcer ce qu'elle raconte. Ça, c'est hyper important. Si la personne est capable de sourcer, si la personne est capable de justifier, il y a déjà moins de chances qu'elle fasse n'importe quoi. Et ensuite, demander à la personne des exemples pratiques d'application de ce qu'elle est en train de raconter. Et évidemment, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de santé ou autre pour demander un avis aussi, en gardant quand même en tête que le professionnel de santé n'étant pas spécialiste nécessairement de toutes ces thérapies-là, peut aussi avoir un avis qui ne sera pas forcément ultra pertinent. Mais il vaut toujours mieux demander plusieurs avis. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on réalise que l'information qui est donnée dans le milieu du bien-être peut être assez légère en fait et se rapprocher de la pseudoscience avec tous les problèmes qu'on a abordés, on peut se demander cette fois, plutôt en tant que prof, instructeur, ce que vous voulez, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à utiliser des affirmations scientifiques autres que ce mauvais marketing et qui est éthiquement problématique pour développer l'activité? Et là, moi, j'ai un vrai doute à ce sujet. D'abord, rappelons donc une étude scientifique, ce que ça va amener. Une étude scientifique, ça va isoler un problème. Or, la plupart d'entre nous, on est sur des thérapies qui vont être plutôt globales, holistiques. Et donc, une conclusion sur un problème isolé ne va absolument pas apporter, si on est rigoureux, d'eau à notre moulin. Deux, il faut que l'étude, elle va toujours être contextualisée. Est-ce que le contexte de l'étude correspond à votre contexte ou pas? Pareil, en général, ça ne va pas trop correspondre à votre contexte. Donc, est-ce que c'est intéressant d'utiliser une étude qui montre quelque chose dans un contexte qui n'est pas le vôtre? J'en suis pas sûr. Ensuite, une étude, pour qu'elle soit valide, elle doit être, enfin, les résultats doivent être reproductibles. Or, et particulièrement dans les thérapies holistiques, c'est assez difficile d'être reproductible dans la mesure où les gens n'ont jamais exactement la même chose. Et enfin, dans l'étude scientifique, les résultats ou les observations, c'est quelque chose qui est toujours bien défini. C'est-à-dire qu'on va les prendre en compte, on va soit trouver une explication, soit trouver une hypothèse qu'il faudra démontrer plus tard, soit dire que bah, c'est une observation et que pour l'instant, on n'en sait rien. Et le problème, c'est que quand on est dans la thérapie, il y a plein de choses qu'on fait de façon empirique qui marchent très bien dans ce cas-là, mais qui sont mal définies. J'ai pas d'exemple précis, mais typiquement quelqu'un qui va faire, j'en sais rien moi, du massage et qui va être très bon pour détendre certaines tensions, bah, il va pas faire un truc, il va faire un ensemble de trucs en fonction de ce qu'il sent, en fonction de la personne, et la plupart du temps, ça va marcher. Et ça, en fait, c'est absolument pas défendable d'un point de vue scientifique. Par contre, empiriquement, ça marche. Donc, la personne aurait tort de s'en priver. Mais est-ce que c'est intéressant pour cette personne-là d'aller s'appuyer sur une étude qui dit que tel massage permet de détendre telle tension? Bah, s'il ne fait que ce massage-là, oui, mais s'il fait autre chose, il est déjà plus dans l'étude. Donc, est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Et là, je vais aller encore un petit peu plus loin, plus précis. Et est-ce que c'est intéressant de se revendiquer même d'une théorie scientifique? Et là, je vais prendre deux, trois exemples. Le premier, c'est le terme neurosciences qu'on utilise partout. Euh, Quand on dit, là j'ai vu passer un truc, les neurosciences pour mieux s'alimenter. Ok. En fait, le cerveau est partout. Donc, oui, les neurosciences sont partout, merci pour le scoop. Mais est-ce que les connaissances du cerveau vont réellement avoir un impact sur ta méthodologie? Ça, très souvent, le bas blesse. Et ce que je vois passer très souvent, c'est en fait des gens qui vont expliquer la biologie du cerveau, qui vont expliquer un petit peu de physiologie, un petit peu d'endocrinologie, ok, super.
un petit peu de notions comportementales parfois, et qui derrière vont vous sortir des protocoles qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ils ont expliqué avant. Et c'est normal, parce que, par exemple, on va parler de l'émotionnel. L'émotionnel, c'est le système limbique. OK, vous allez faire quoi? Vous allez faire une formation, vous expliquez le système limbique aux gens, et ensuite vous faites travailler les gens sur leurs émotions. Mais à quoi ça sert d'avoir expliqué le système limbique, la biologie du système limbique, les cellules qu'il y a dans le système limbique, comment ces cellules communiquent? En fait, ça apporte rien si ce n'est dire, regardez, je fais de la science, mais derrière votre protocole, il n'aura rien à voir avec ça, à moins que votre protocole, ce soit d'aller, je ne sais pas moi, mettre des électrodes au niveau du système limbique pour déclencher tel ou tel truc. Là, d'accord, ça vaut le coup d'expliquer ce qu'est le système limbique. Mais si vous ne faites pas ça, à quoi ça sert d'aller vous embarquer dans des explications comme ça pour finalement juste montrer que ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc ça, c'est par exemple un des gros problèmes avec tout le monde qui veut se revendiquer des neurosciences, alors que finalement, vous vous revendiquez de la psychologie, vous vous revendiquez, je dis n'importe quoi, de la neurophysio, du neuromusculaire. Ça suffit en fait. Et vous serez beaucoup plus proche de votre pratique que en allant expliquer aux gens ce que c'est que le cerveau, ce que c'est dans la parole l'air de Broca, ce que c'est l'homonculus. Super, mais ça sert à quoi? Donc, tout ce que vous faites en faisant ça, c'est oui, ok, je balance aux gens que je sais des trucs, donc ça me donne une forme de respectabilité, mais pour ceux qui ont un tout petit peu d'esprit critique, je montre juste que ce que je présente n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'enseigner. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est dommage parce que ça décrédibilise alors que le message derrière peut être intéressant, que la pratique derrière peut être intéressante. Donc, c'est un premier exemple. Et voilà, qui va dans le sens de est-ce que je dois vraiment le faire? Moi, je ne suis pas sûr. Deuxième exemple, alors là, on va parler du nerf vague. Euh, le nerf vague, il est mis un petit peu à toutes les sauces. Il est mis bon, sur la respiration, bien sûr. Il va être mis sur le stress, sur même le microbiote. Hein, il y a un rapport avec le nerf vague. Il est mis partout. Le problème du nerf vague, c'est que c'est une structure qui a des effets pléiotropes. Et le problème des effets pléiotropes, c'est que vous tapez quelque part et vous ne savez absolument pas ce qui va se passer ailleurs. Euh, en génétique ou dans le métabolisme, on a souvent en fait des protéines comme ça qui vont être au carrefour de plein de choses et on se dit ah ben super, comme c'est au carrefour de plein de choses, on va travailler là-dessus, on va avoir des effets. Oui, mais c'est des effets qui sont absolument impossibles à prédire puisque ça touche à tellement de choses que derrière, toujours à cause de ces systèmes de régulation complexes, on va avoir une espèce de gros bordel qui fait que parfois même, il ne va rien se passer alors que j'ai eu un effet. Ben, le nerf vague, pour moi, c'est un peu la même chose, mettre du nerf vague partout, ok, mais si vous êtes rigoureux, vous ne pouvez rien en faire. Vous pouvez dire, OK, quand je ralentis par exemple ma respiration, je vais avoir un effet sur le nerf vague qui va me permettre de stimuler mon parasympathique. OK, ça, très bien. Mais vous ne pouvez pas dire, en ralentissant ma respiration, je vais avoir une action durable sur le nerf vague parce que vous n'en savez strictement rien. Vous ne savez pas ce qui se passe au niveau de votre microbiote, vous ne savez pas ce qui se passe au niveau, j'en sais rien, de votre environnement, s'il y a trop de bruit, vous ne savez pas ce qui se passe au niveau de la température. Donc, là, pareil, tout ce que ça montre pour quelqu'un qui a un petit peu de recul et surtout pour les spécialistes, c'est que vous ne maîtrisez pas le sujet en fait. Donc, vous pouvez dire je joue sur le nerf vague, vous ne pouvez pas dire le nerf vague est un machin magique. C'est deux choses différentes. Et le dernier exemple que je vais prendre, ça, pour moi, c'est presque un des exemples le plus parlant actuel. C'est tout ce qui va tourner autour de la théorie polyvagale. La théorie polyvagale, c'est une grosse théorie en vogue dans le domaine de la psychologie. C'est quelque chose qui visiblement présente des vrais résultats d'un point de vue pratique, mais qui a été complètement démonté sur les fondamentaux de la théorie. Alors, il y a deux revues qui sont très bonnes, une en français qui date de 2021 de Koslowitz et Grossman qui a publié aussi une très très bonne revue là il y a un ou deux mois euh, qui en fait montre que toutes les assertions sur lesquelles se base la théorie polyvagale sont fausses. Et là, on tombe exactement sur ce que je suis en train d'illustrer. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est théorisé et qui est basé sur des affirmations fausses, mais qui marche.
Et donc là, la question à se poser, c'est est-ce que c'était vraiment utile? Alors oui, d'un point de vue marketing, c'est bien parce que ça donne une forme c'est encore de la scientisation, ça donne une forme de respectabilité aux gens qui utilisent la polyvagale et pour dire, regardez, on fait de la science. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant de dire, j'ai mis en place des protocoles, j'ai monté cette méthode et j'ai ces résultats-là, que de venir s'appuyer sur une théorie qui a été démontée, euh, pas encore une fois sur les résultats qu'elle procure, mais sur ses fondamentaux, pour vendre le truc. Donc en fait, ce type qui est Porges, c'est un chercheur, donc il a fait plein d'autres trucs intéressants, mais sur la théorie polyvagale, il aurait pu se contenter euh, d'écrire des protocoles, d'écrire des choses et de ne pas proposer cette théorie, en tout cas qu'elle reste au niveau académique, mais plutôt de communiquer sur sa façon de faire, qui, elle, marche très bien. Et au lieu de ça, ben, il est en train de diffuser dans le monde du bien-être cette théorie, en fait, qui est factuelle, académiquement fausse, et les gens ne démordent pas du fait qu'elle est géniale. Mais oui, elle est très bien pour avoir des résultats. Mais ce que vous vendez, les explications que vous vendez à vos clients sont fausses. Donc là, typiquement, on est sur cet exemple de est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'aller s'emmerder à aller faire de la science pour démontrer un truc et à communiquer sur la science alors que j'ai des résultats. Et attention, c'est chacun son boulot. Que Porges ait proposé un système, ça, c'est quelque chose qui est très cohérent puisque, je le répète, les systèmes, les modèles sont faits pour être démontés. Mais au niveau académique, par contre, aller diffuser ça au niveau de la clinique, au niveau de la pratique, bah, pour moi, c'est une erreur parce qu'on va donner simplement des informations fausses aux clients. Et une fois que cette information fausse est donnée et qu'elle est démontrée comme étant fausse, on donne de l'information de façon malhonnête aux clients parce que les gens qui font de la théorie polyvagale ne vont pas du jour au lendemain dire non, j'en fais pas. Le problème, c'est qu'ils ont construit en fait tout un système autour de ça. Donc, la question de se dire, OK, je vais essayer tout de suite de me raccrocher à un modèle scientifique pour justifier ce que je fais, est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? Encore une fois, j'en suis pas sûr. Donc, comment faire pour quand même donner une forme de respectabilité, donner une forme de sérieux à la pratique? Ben, en fait, je pense que le thérapeute, il doit, son but c'est de soigner, c'est de participer au bien-être de la personne. Donc le thérapeute, il doit en fait donner des justifications, créer des modèles qui soient proches du terrain et qui soient empiriques. Et ça peut donner un modèle théorique, aucun problème. Et le modèle théorique peut être enrichi ou en tout cas corrélé avec des explications scientifiques. Euh, En même temps qu'il crée ce modèle, il faut, je pense, aussi essayer d'avoir des marqueurs qui sont un petit peu solides pour suivre l'efficacité du modèle. Et typiquement, et ça c'est le gros problème, les marqueurs de type anxiété, stress perçu, les retours clients, autant c'est vachement bien pour communiquer sur le fait que vous faites du bon travail, autant d'un point de vue solidité, c'est beaucoup trop subjectif. Donc il faut essayer de développer du testing, il faut essayer de développer des approches qui vont être beaucoup plus carrées, beaucoup plus objectives pour pouvoir évaluer votre modèle. Et une fois en fait que vous avez fait ça, ben là, ça devient intéressant de proposer un modèle et la méthode qui va avec. Typiquement, moi, c'est ce que j'ai fait avec la méthode Reboot. Je propose un modèle de fonctionnement de l'humain qui a de toute façon euh, comment dire, pour finalité d'être démonté, parce que je suis très conscient que c'est un modèle trop simple, mais c'est un modèle qui aujourd'hui me permet de travailler, qui me permet d'avancer et qui doit donc être contesté pour être enrichi. Si on regarde d'autres pratiques plus connues, hein, par exemple tout ce qui se fait aujourd'hui autour de la biotenségrité. La biotenségrité, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que c'est une proposition d'un nouveau modèle très applicatif. Ce modèle est beaucoup trop simple, il va être contesté à juste titre, mais il est très proche de la pratique. Si on parle d'autre chose, on peut parler de l'ostéopathie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ostéopathie, c'est quelque chose qui, d'un point de vue académique, est très très difficilement
défendable, alors que d'un point de vue empirique et pratique, c'est quelque chose qui soulage énormément. Et la raison de ça, c'est que l'ostéopathie travaillant sur quelque chose de très global, très holistique, c'est hyper difficile de monter des études correctes parce que les patients sont jamais les mêmes, les problématiques sont jamais les mêmes. Et si vous regardez un petit peu dans la littérature, l'ostéopathie, les quelques trucs qui sont reconnus comme fonctionnant en ostéopathie, c'est des choses très très spécifiques, avec des déplacements, par exemple des machins à la cheville ou des choses vraiment très spécifiques. Et il ne s'agit pas d'aller faire de la mauvaise zététique en allant dire oui, mais regardez, en fait, l'ostéopathie, ça ne marche que sur ces trucs-là parce que c'est démontré là. Non, l'ostéopathie, il y a plein plein de choses qui marchent. Le problème, c'est que si l'ostéopathie essaie de se raccrocher à de la science, ça va la desservir. Alors que si l'ostéopathie développe son modèle, développe son système et l'enrichit avec de l'empirisme et que derrière, chaque fois qu'il y a un point qui peut être démontré, ben, des études sont faites dessus et salées, c'est comme ça que la discipline, petit à petit, devient de plus en plus solide, de plus en plus reconnue. Donc, à mon sens, au lieu de... Ah oui, pardon. Et dernier point sur l'avantage, enfin, peut-être le non-intérêt d'aller attendre que des études soient faites pour proposer ou pour justifier une pratique empirique, c'est que, en fait, les études sont toujours en retard sur la pratique. Si vous regardez, par exemple, ce qui est fait sur la respiration, les études faites sur la respiration sont faites uniquement sur des motifs respiratoires ultra simples. Ce que moi je fais dans la méthode Reboot, on est bien au-delà de ça pour différentes raisons, mais tout ça pour dire que les études ont toujours un temps de retard sur la pratique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous n'enseignez que ce qui est baqué par des études ou, OK, vous appuyez plutôt sur de la corrélation et vous allez plus loin. Donc voilà pourquoi moi je ne suis pas sûr qu'en tant que thérapeute ou autre, ce soit le plus intéressant d'essayer à tout prix se raccrocher à des études pour avancer. Il faut garder en tête qu'on a un modèle, il faut que ce modèle soit confirmé la plupart du temps ou infirmé pour pouvoir le modifier, mais je ne pense pas que communiquer spécifiquement autour du fait que regardez, cette étude dit ça, alors ce que je fais est juste, soit la meilleure idée. Donc, je le répète, plutôt que de mal s'approprier de la science, je pense que les thérapeutes, les profs, devraient plutôt chercher à développer une approche scientifique, une approche rationnelle de leur pratique. Donc, je trace tout ce que je fais avec des tests, des questionnaires qui ont été validés par la science, ou alors que je crée des tests et des questionnaires, mais je les valide statistiquement. Pour rappel, un test, s'il est bon, il doit être prédictif. C'est-à-dire que quand vous testez la personne, si la personne répond d'une manière à laquelle vous attendez au test, ce que vous faites derrière doit donner toujours le même résultat. Sinon, c'est que le test n'est pas bon. Ensuite, il faut, et ça c'est le gros problème, faire et financer des études pour permettre à la fois de tracer l'activité et de la valider. Et ça, bon, je suis d'accord, c'est quelque chose qui est très compliqué. Moi, typiquement, c'est quelque chose qui, cette année, ça va me coûter quasiment 15 000 euros de faire uniquement une étude. Mais on est obligé de le faire parce que c'est ce qui permet de valider la démarche et c'est ce qui va permettre d'ouvrir la méthode, d'ouvrir la pratique à des chercheurs académiques qui vont ensuite pouvoir dire, OK, ce truc-là, c'est safe, ce truc-là, ça marche, etc. Ensuite, je pense qu'il est important donc de construire de modèles ou de renforcer les modèles existants, mais toujours en contextualisant le pourquoi du comment du modèle, c'est-à-dire que si je décide de faire quelque chose, il y a une raison pour laquelle je la fais, et en pondérant les allégations du modèle, c'est-à-dire que si je prétends quelque chose dans mon modèle, je dis OK, je prétends ça parce que ça et ça, et je pense qu'il y a tant de pourcents de chances que ce soit vrai. OK? Mais je le répète, de toute façon, un modèle, c'est fait pour être détruit. Et ensuite, bah, s'appuyer d'abord sur la pratique, parce que c'est votre cœur de métier, et ensuite enrichir le modèle. Ne faites pas l'inverse, essayez d'avoir de la théorie pour justifier une pratique sans passer par un modèle, une théorie qui sera de toute façon très loin de la pratique. Donc voilà ce que je pense en fait de ce que devrait être la science dans le milieu du bien-être. Je pense qu'il est important de permettre qu'une porte s'ouvre à une reconnaissance académique des différentes disciplines. Et ça,
parce que au-delà de la reconnaissance académique en soi et du fait de faire avancer les connaissances, c'est, je pense, quelque chose qui est en fait la base pour respecter le client ou l'élève ou ce que vous voulez, parce que ça permet de s'assurer qu'il y a une forme de validation externe de ce qu'on fait et non pas une auto-validation. Et ça montre aussi que notre niveau de compétence et de compréhension est bien là où on pense qu'il se trouve et pas juste là où on prétend qu'il se trouve. Et ça permet aussi de toujours aller plus loin sur l'expertise en ayant, on va dire, une approche rationnelle et non pas une approche imaginative ou par la copie de la pratique. Donc voilà pour ce que je voulais dire sur, un petit peu sur ce sujet. Si certains ont des questions, ben, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou à me les écrire, peu importe. Je pense que c'est un sujet qui est important. Je pense que si c'est un sujet qui vous parle, si vous souhaitez faire vraiment développer pas votre activité, mais plutôt la qualité de votre pratique, ben, en fait, il est peut-être intéressant aussi de se regrouper entre thérapeutes on va dire, d'un même sujet pour peut-être aussi ben, cofinancer des études ou en tout cas euh, mettre en place des protocoles communs pour voir si les choses sont reproductives, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à la fois pour vous, parce que ça va vous aider à développer votre activité, ça va vous permettre d'avoir un vrai sérieux et non pas un sérieux marketing en balançant, regardez, je fais de la science, je lis de la science, et surtout, 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 pour vos élèves, pour vos clients, ça va être quelque chose de profitable parce que vous allez amener quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus compris et limiter les risques. Que penses-tu des preuves autour de la méthode Wim Hof ou de la méthode Buteyko? Alors, je ne voulais pas rentrer dans ces trucs-là parce que c'est pas le sujet, mais euh, comme on me pose la question, je vais le faire très brièvement. Les preuves autour de la méthode Wim Hof sont des preuves totalement valides dans le contexte qu'elle propose. Euh, donc, typiquement, des études qui ont été publiées sur Wim Hof, alors de mémoire, il y en a une qui est assez intéressante sur l'inflammation et l'étude de base qui a été faite avec l'endotoxine. Bah, il n'y a rien à dire, les études, elles sont propres. Ce qui est dit est propre. Maintenant, est-ce que ces deux études justifient tout le reste de la méthode? Bah non, typiquement, l'étude sur l'endotoxine, il n'y avait pas la composante froid, il n'y avait pas la composante méditation. En tout cas, elles n'ont pas été évaluées. L'étude sur l'inflammation, je m'en souviens plus trop. Mais en tout cas, c'est ça, c'est à la fois, c'est le problème de s'appuyer en fait sur une étude pour justifier une méthode. Une étude ne justifie que ce qu'elle a étudié, elle ne justifie pas la méthode. Et concernant Buteyko, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui démontre pas qu'on peut avoir des effets avec la méthode Buteyko, mais qui valide en tout cas la théorie de Buteyko sur l'aspect c'est un problème de CO2 de CO2 dans le sang si vous respirez vite. Ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui a été démontré. Mais c'est là où il faut vraiment faire la distinction. Buteyko a proposé un modèle. D'accord? Il n'a pas dit que c'est comme ça, il a proposé un modèle, il a construit quelque chose autour du modèle. Donc, le truc qui serait intelligent à faire, c'est pas fait, mais c'est le truc qui serait à faire, c'est partant du principe que c'est probablement pas ça, parce que des gens ont essayé de le montrer et ils n'ont rien vu, qu'est-ce qui fait que quand je fais cette pratique-là, j'ai des effets? Parce que les effets, eux, par contre, ils y sont. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai les effets? Et c'est ça, en fait, la bonne démarche. La bonne démarche, c'est pas de dire, OK, on va former des gens à cette théorie et cette théorie, c'est la Bible. C'est OK, on forme des gens en leur disant que c'est une théorie, que ça n'a pas été démontré et réfléchissez pour ceux qui le peuvent, à ce que ça pourrait être. Et c'est comme ça, en fait, que on est crédible et qu'on ne tombe pas dans une espèce de religiosité de la chose qui fait que c'est sacré et on ne peut pas y toucher. Euh, tous les modèles sont faits pour être démontés. C'est la base. Et il n'y a aucun modèle qui ne peut dire qu'il durera toujours. Donc, il faut l'accepter
Et c'est ce travail-là qui fait progresser tout le monde. Donc, dans la respiration, typiquement, c'est le cas. Aujourd'hui, dans la respiration, les études qui sont faites, bien qu'intéressantes, elles sont très, 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 très loin du potentiel de la chose. J'irais même jusqu'à dire que pour beaucoup d'entre elles, elles ne sont pas franchement intéressantes sur la pratique hein, de la respiration, j'entends. Pourquoi? Parce que tout tourne toujours autour justement d'une action directe, enfin directe, d'une action via le nerf vague. Et pour moi, l'action via le nerf vague, elle a ce problème que le nerf vague, il est vague et qu'il y a trop de choses qui agissent dessus pour pouvoir dire, OK, je vais avoir un effet durable en faisant ça parce que il y a trop de paramètres en fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. OK. Ben, dans ce cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Les prochaines concerneront quoi? La pratique de la méditation. Et pour ceux qui ont le livre L'arbre des pourquoi, ça aura lieu la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis bon week-end et à bientôt.